Nous sommes en 1160 environ. Temujin, le futur Gengis Khan, vient de naître dans un plateau mongol instable et divisé. Un contexte particulièrement favorable aux hommes ambitieux, qui ont là une bonne occasion de s'élever rapidement dans la hiérarchie sociale. Mais ce plateau, entre qui et par qui est-il divisé? Eh bien, on y trouve 3 grands états influents, qui sont évidemment entourés d'autres entités plus réduites, dont on parlera peut-être plus tard. À l'ouest, on retrouve ce qui semble être l'une des plus grandes puissances de la steppe d'alors, le royaume Naiman. À l'est, on trouve un état encore plus impressionnant, l'empire des Tsin, qui règne sur la Mandchourie et tout le nord de la Chine, et qui évidemment participe aux divisions du plateau mongol. Les Tsin ne cherchent pas particulièrement à contrôler le plateau, mais ne veulent pas non plus avoir de problème de ce côté. Alors, ça leur arrive de mener des expéditions préventives dans la région pour affaiblir les pouvoirs en place, et ils se reposent sur leurs clients, les Ji-un, pour tenir le rôle de garde-frontière. Et bien sûr, ils perçoivent un tribut de la part de toutes les entités du plateau. Enfin, entre ces 2 puissances, on retrouve un 3e royaume, le grand rival des Naiman, le royaume tatar. C'est lui qui va nous intéresser en premier lieu, parce qu'il regroupe en son sein plusieurs entités, avec au premier plan les Kerates, qui dirigent le royaume depuis la vallée de l'Orron, le centre géographique du pouvoir de plusieurs grands empires de la steppe. Ce royaume tatar, dirigé donc par les Kerates, a en son sein plusieurs autres entités vassales, dont la plus importante est sûrement les Mongols. C'est parmi ces derniers que naît Temujin. Son père est un aristocrate qui a visiblement connu une ascension fulgurante au sein du royaume tatar en misant sur le bon cheval, ou plutôt sur le bon souverain. Il aurait aidé Toril, son roi, le Rahan tatar d'alors, à remonter sur son trône après qu'il en ait été chassé par son oncle lors d'une révolte. Grâce à ce soutien, le père de Temujin serait devenu Landa du Rahan, son frère juré, et comme récompense, il aurait été mis à la tête d'une bonne partie des Mongols. Ces Mongols d'ailleurs, parlons-en. Il faut pas voir dans tous ces noms propres-là, Mongols, Kerates, Naiman, etc., ni des ethnies, ni nécessairement des principautés indépendantes. Déjà, pour ce qui est de l'indépendance, vous voyez bien que si certains le sont, comme les Naiman, d'autres, comme les Mongols, ne sont pas, puisqu'on les retrouve au sein du royaume tatar, sous l'autorité du Rahan Kerate. Mais ça n'est pas non plus des ethnies. Tout le monde sur le plateau mongol a globalement les mêmes institutions politiques, la même culture et la même langue. Tout le monde est tatar. C'est comme ça que les Européens de passage dans la région les appellent, que les Persans les appellent, que les Chinois les appellent, et plus important encore, c'est comme ça qu'ils s'appellent eux-mêmes. Mais alors, si ce n'est ni des ethnies, ni toujours des principautés indépendantes, qu'est-ce que c'est? Eh bien, pour faire simple, il faut sûrement y voir plutôt des maisons aristocratiques, des groupes d'aristocrates dont la légitimité à diriger un peuple provient d'un ancêtre commun. Et donc, partant de là, quand on parle des Kerates, on parle plus d'une dynastie que d'autre chose. Mais on y reviendra plus tard, quand les Mongols auront déjà conquis une bonne partie du monde. Vous verrez que ça vous paraîtra beaucoup plus clair. Et justement, on va s'arrêter là avec le contexte et revenir à Temujin. On le retrouve alors qu'il a seulement 9 ans, et que son père, l'un des plus puissants aristocrates mongols, vient de se faire assassiner. De ce qu'on sait, c'est-à-dire pas grand-chose dont on est sûr, le père de Temujin est empoisonné au début des années 1170 par les grands ennemis des Mongols, les Ji-un. Temujin, qui n'a alors que 9 ans, perd tout à ce moment. Son père n'était pas particulièrement bien positionné au sein des lignages aristocratiques mongols. Sa place, il la devait surtout à sa proximité avec Toril, le Rahan Kerate. Alors quand il meurt, sans avoir vraiment eu le temps de consolider sa position, le fils perd toutes les avancées du père. Il redevient un petit aristocrate d'une petite entité vassale d'un grand royaume. Les sources, mongoles, nous racontent comment Temujin, sa mère et ses frères et sœurs, se retrouvent à ce moment abandonnés tous, sans plus aucun bien ou presque, quasiment des parias de la steppe, et comment ils en sont même forcés de pêcher pour vivre, une activité plus que déshonorante pour les nomades, qu'ils ne pratiquent jamais. On nous raconte le premier meurtre du jeune Temujin, quand, à peine adolescent, il tue d'un tir de flèche son demi-frère, après que celui-ci se soit accaparé les fruits de sa chasse. Puis comment, à peine plus âgé, il se fait capturer par d'autres aristocrates mongols avant qu'il ne parvienne à s'enfuir. En bref, on a là le parfait récit de l'enfance misérable mais formatrice du futur grand souverain. On va pas s'attarder là-dessus parce que les traits sont certainement très exagérés par les sources et tout ça tient sûrement autant du mythe que de l'histoire. Ce qui est déjà plus sûr, en tout cas, c'est qu'une fois qu'il en a l'âge, Temujin se met au service de Toril, son Rahan. À partir de ce moment, il doit commencer à monter petit à petit les échelons de l'armée, et doit, dès lors, regrouper sous ses ordres de plus en plus de sujets, sans forcément qu'il ne se démarque plus que les autres à ce moment.
On le retrouve d'ailleurs, d'après les sources mongoles, au début des années 1180, aux côtés de son Rahan, Toril, et d'un autre aristocrate mongol, un certain Jamuka, dans une campagne militaire contre les Merkites, un groupe important du nord du plateau mongol. Dans les sources, cette campagne est organisée pour libérer la femme de Temujin, qui aurait été enlevée, justement, par les 10 Merkites. Toril aurait alors levé 4 tumèdes, 4 unités de 10 000 hommes, donc 40 000 hommes pour partir libérer celle-ci. On reviendra sur cette histoire de tumèdes un peu plus tard dans la vidéo. Les sources mongoles attribuent à Temujin le commandement d'un tumène dans cette campagne, donc de 10 000 hommes, ce qui est quand même l'un des titres les plus élevés du monde politique nomade. Si c'est vrai, ça démontre d'une ascension éclair de la part du commandant au sein de l'appareil d'état tatar, ce qui signifie que soit il a été un peu pistonné par le Rahan, peut-être grâce au service rendu par son père envers celui-ci, ce qui semble quand même mal coller avec la jeunesse misérable que Temujin est censé avoir vécue d'après les sources mongoles, soit que les sources en question élargissent un peu le trait pour mettre leur héros sur le devant de la scène, jusqu'à dire que toute la campagne était organisée pour sauver sa femme capturée par les Merkites, alors que ça pourrait aussi très bien être une simple campagne de conquête ou de consolidation du royaume tatar contre un état voisin, ou des vassaux en rébellion, ou bêtement une opération de pillage. Bref, comme souvent, on ne connaîtra probablement jamais la vraie histoire, faute de sources. Mais malgré tout, même s'il est censé avoir connu une ascension fulgurante, la destinée du jeune commandant, qui doit avoir 25 ou 30 ans à ce moment, ne semble pas toute tracée. Si bien qu'après une bataille contre un autre commandant mongol, Jamuka, celui qui devait l'avoir accompagné lors de la campagne contre les Merkites, Temujin doit fuir le plateau mongol et s'exiler à l'étranger, probablement dans l'empire Tsin, auquel il se met au service pendant une dizaine d'années, ce qui n'a rien de spécial. Les Tatars qui s'en vont faire carrière dans le riche empire voisin sont pas rares, d'autant plus lorsqu'ils sont chassés de chez eux à la suite d'une défaite militaire. Les sources mongoles parlent bien de cette bataille, mais elles racontent que celle-ci fait en fait les affaires de Temujin, et surtout, elles ne disent rien sur cette décennie d'exil, ce qui prouve bien qu'on ne peut pas les suivre aveuglément. Et puis d'ailleurs, il y en a un autre qui a des problèmes au même moment, Toril, le Rahan Kereit. Lui, il est chassé de son trône par son frère, aidé pour ça par les Naiman, et il doit donc aussi s'exiler à l'étranger. Quoi qu'il en soit, on retrouve Temujin en 1196, l'une des rares dates dont on est sûr dans toute cette histoire, alors qu'il part en campagne, aux côtés des Tsin, pour s'attaquer aux Jiyun. Vous vous souvenez, ceux qui servent traditionnellement de garde-frontière aux Tsin? Bah là, pas de chance, ils sont embrouillés. Et pour une fois, ça fait bien les affaires de Temujin, qui se refait un peu avec cette campagne victorieuse, en plus de s'attirer le soutien du plus puissant empire de la région. Et ça, c'est très bien tombé, parce que ça permet justement à Temujin, probablement un an plus tard, d'aider Toril à remonter sur son trône, sûrement encore une fois avec le soutien des Tsin, qui connaissent bien le vieux souverain qui leur a toujours versé un tribut sans discuter. Et donc, comme son père avant lui, Temujin devient l'un des soutiens les plus importants du Rahan, et il reçoit les récompenses qui vont avec. Il est probable qu'il tienne, plus ou moins à partir de ce moment, la position de second du royaume, ou au moins une place vraiment très élevée dans la hiérarchie. Dès lors, il mène pendant les années qui suivent, aux côtés de Toril, de nouvelles campagnes militaires contre les Merkites et les Naiman. Il finit, semble-t-il, par se faire adopter par le vieux Rahan après celle-ci, devenant son Nanda, son fils juré. Mais le royaume tatar est toujours enclin à la guerre civile. Comme on l'a vu plusieurs fois, Toril est loin de faire l'unanimité, et les puissances étrangères, les Naiman en tête, feraient tout pour se débarrasser de lui. Si bien que le Rahan, et avec lui son second, Temujin, sont une nouvelle fois chassés du pouvoir, probablement vers 1198-1199, et doivent s'exiler chez les Tsin, peut-être pour y retrouver des soutiens, puisque comme on l'a vu, les Tsin aiment bien Toril, et ont déjà fait appel au service de Temujin. Bref, en 1201, tout ce beau monde revient en terre tatar, et écrase leurs ennemis à la bataille de Royitan. Si c'était pas encore le cas auparavant, même si j'en doute, Temujin a désormais la main mise sur toutes les affaires de l'État. C'est probablement lui qui dirige vraiment le royaume tatar à ce moment, au nom du Rahan évidemment. Dès lors, son histoire s'apprête à prendre une toute autre tournure, à faire de lui le seul maître du royaume tatar, du plateau mongol et bien plus. Fort de sa victoire sur ses ennemis en 1201, et désormais assuré à la fois de sa mainmise sur l'état tatar et du soutien des Tsin, Temujin est libre d'entreprendre quelques opérations ambitieuses. Ainsi, dès janvier 1202, il s'en prend aux Jiyun, qu'il écrase à la bataille de Dalan Nemurj. L'aristocratie ennemie est décimée, ils sont tous exécutés après la défaite, et leurs sujets sont intégrés aux unités du royaume tatar. On reviendra sur le fonctionnement des dites unités plus tard. Temujin est l'un, si ce n'est, l'homme le plus puissant du royaume tatar, et il a, pense-t-il, le soutien du Rahan, qu'il a remis plusieurs fois sur le trône,
et il a aussi probablement le soutien du plus grand empire de la région. Alors, qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Eh ben, tout ça inquiète quand même quelqu'un. Ilra-Semgum, le fils aîné de Toril, qui ne voit pas forcément d'un bon œil la montée en puissance de Temujin. Disons qu'il compte bien monter sur le trône à la mort de son père. Donc, il préférerait éviter de se le faire usurper par un aristocrate mongol, le trône. C'est en tout cas ce que nous disent les sources mongoles. Mais c'est peut-être plus logique, comme le disent des sources étrangères, de penser que Toril lui-même s'inquiète de la montée en puissance de son vassal. Les Kerates prennent alors la tête de leur armée et partent à la rencontre de Temujin, qui, clairement en infériorité numérique, parvient à s'en tirer de justesse en y perdant quand même une bonne partie de son armée. Mais bon, on commence à connaître un peu l'histoire. Si le royaume tatar a l'air de quand même souvent se retrouver en guerre civile, Temujin s'en sort toujours bien au final. Le commandant part alors installer son campement non loin de la frontière Tsin, où il espère peut-être, une fois de plus, recevoir du soutien. Et de là, il travaille à reconstituer ses forces. Et de fait, il parvient à se retrouver des alliés, et à attirer à lui des mécontents du régime Kerate. D'autant qu'entre-temps, des aristocrates du royaume ont raté un coup d'état contre Toril et son fils, affaiblissant leur position. Ainsi, Temujin et Toril se préparent à leur dernière bataille pour le pouvoir. Mais le Rahan n'a pas la chance de pouvoir mener une bataille rangée. Temujin l'attaque par surprise, fin 1203. Vaincu, Toril et son fils, Ilra-Semgum, fuient à l'étranger. Les deux mourront peu de temps plus tard. Temujin, enfin un nouveau maître du royaume tatar, épouse et donne à ses fils comme épouse des filles de la dynastie Kerate. Puis place sur le trône le frère cadet de Toril, un certain Jaragambu, à l'occasion d'un Kuriltai, une assemblée de notables. C'est sûrement aussi pendant ce Kuriltai de 1203 qu'il reçoit le titre de Chinggis Khan, prince océanique, en sachant qu'il était déjà Khan auparavant, mais un petit adjectif en plus, ça claque toujours. Et puis, finalement, comme Jaragambu ne se plaît pas vraiment dans son rôle de Khan fantoche, et décide de se révolter quelques mois plus tard, Temujin s'en débarrasse aussi, et reste, enfin, seul à la tête du royaume. Pour autant, il ne prend jamais le titre de Khan, Q-A-A-N, souverain, roi, empereur, et continue d'utiliser celui de Khan, K-H-A-N, qu'il possédait déjà, et qui signifie plutôt prince de l'État, ou prince général. Bref, l'une des plus hautes distinctions du royaume, mais pas une distinction royale. Pourquoi ? Probablement parce qu'il n'est pas assez légitime pour ça. On rappelle qu'il vient seulement d'une branche mineure d'une maison aristocratique vassale des Kerates. C'est pas un bouseux, mais par rapport à la famille de Toril, presque. Alors, peut-être qu'il usurpe le trône, oui, mais pas au point d'usurper le titre royal. Et puis, c'est pas nécessaire, il tient là le rôle de régent d'un trône qui n'a plus de souverain. C'est bien suffisant. Fort de sa nouvelle position, et après avoir enfin mis un terme aux trop nombreuses guerres civiles qui ont secoué le royaume tatar pendant le règne de Toril, Temujin, désormais Chinggis Khan, est prêt à s'engager dans sa conquête du monde. Beaucoup des derniers opposants à Chinggis Khan ont fui chez les Naiman, comme les opposants aux souverains tatars le faisaient souvent. Et de fait, le royaume Naiman est toujours la plus grande puissance de la steppe. Même si Chinggis Khan s'est emparé du royaume tatar et l'a étendu, en conquérant les Jun par exemple, ses troupes restent moins nombreuses. Malgré tout, le conflit est inévitable. Les Naiman sont les ennemis naturels des Tatars, et ils ont toujours accueilli et soutenu les mécontents du régime de Toril et de ses prédécesseurs. Alors, Chinggis Khan part en guerre au printemps 1204. Les deux armées se rencontrent à l'automne vers Chakirmaut. Bien qu'en supériorité numérique, les Naiman subissent des défections de la part de troupes mongoles, qui, bien qu'opposées à Chinggis Khan, refusent malgré tout de combattre celui-ci. Et puis, il semble que le Mongol soit un bien meilleur général que son homologue, si bien que l'armée tatar déborde complètement l'armée Naiman, qui doit se retrancher sur le mont Naru, autour duquel les hommes du Ran dressent leur camp. Chinggis Khan vient d'écraser la moitié des Naiman, la plus dangereuse. Reste au nord l'autre moitié, dirigée par le frère du Ran vaincu, un certain Buyurukran. Mais celui-ci est plus faible, moins dangereux, alors le Mongol n'a pas de raison de s'en prendre à lui pour l'instant. Non, il va plutôt monter au nord, s'occuper des Merkites, qui lui posent trop de problèmes depuis trop longtemps. Rapidement après la bataille, à l'hiver 1204, il s'engage dans une grande campagne de conquête, s'emparant petit à petit, forteresse après forteresse, du territoire et des sujets des Merkites. Le royaume tatar s'empare ainsi pour de bon du principal grenier agricole du plateau mongol, le bassin de la Selenga. Parce que oui, les nomades des steppes pratiquaient l'agriculture et construisaient des forteresses lorsqu'ils le jugeaient nécessaire. En 1205, le Ran s'en va piller le royaume Sissia, au sud, un autre royaume fondé par une dynastie nomade, mais avec une large population sédentaire. En 1206 enfin, Chinggis Khan achève les Naiman en s'emparant de ce qui restait de leur royaume. Il est enfin seul maître du plateau mongol. Mais alors, qu'est-ce qui se passe pour les vaincus ?
Eh ben, ça dépend d'eux. Les aristocrates qui se rallient d'eux-mêmes au Ran, sans combattre, obtiennent une place de commandant et conservent leur sujet. On les appelle les Il'Irgen, les peuples soumis. A l'inverse, ceux qui résistent et doivent être écrasés militairement sont la plupart du temps exécutés, et leurs sujets sont répartis au sein d'unités déjà existantes. Ce sont des Bulga-Irgen, des peuples rebelles. À ce moment, après sa conquête du plateau mongol, Chinggis Khan est à la tête de 95 Mingad, soit 95 unités de 1000 hommes. Enfin, c'est un peu plus compliqué que ça, mais on y reviendra plus tard. Partant de là, on peut estimer la population du royaume tatar d'alors à entre 1 200 000 et 1 500 000 âmes. Maintenant à la tête d'une formidable machine de guerre, le Ran peut engager de nouvelles campagnes hors de ses terres d'origine. L'Occident d'abord. Chinggis Khan fait confiance à son fils aîné, Jochi, qui met aux commandes de toute la partie ouest du royaume, et à qui il ordonne d'étendre ses frontières. Celui-ci soumet les peuples de la forêt, les Oyin Irgen, avant de devoir mater une alliance des derniers rebelles Merkits et Naiman avec l'aide de son père. Les derniers d'entre eux fuient vers l'ouest, s'exiler chez d'autres puissances qui les accueillent avec plaisir, trop heureuses d'intégrer sans effort de bons combattants à leurs armées. Les premiers, les Kararitai, font là une bien mauvaise affaire. Kutchulug, le neveu du dernier Ran Naiman, trahit ses hôtes et avec ses troupes, gonflées par ceux qui fuient les Mongols, il s'empare du pouvoir. Celui qui aurait dû devenir Ran des Naiman finit, par une suite d'événements inattendus, Gurran des Kararitai. Les Merkits, quant à eux, fuient encore plus loin, chez les Kipchaks, où ils rejoignent les forces d'une maison aristocratique de l'est de la Confédération, les Oberli. Mais Chinggis Khan n'oublie pas ses ennemis. Il envoie, en 1217, ses meilleurs généraux à leur poursuite, ses 4 chiens féroces, sous les ordres de Jochi. Kutchulug est vaincu bien vite. Il ne faut qu'un an aux Tatars pour écraser ses forces sous les murs de sa capitale, Balasagun, et s'emparer de son territoire et de ses sujets. Au même moment, les derniers Merkits sont vaincus au bord du fleuve Chem. Mais cette poursuite n'est pas l'élément le plus marquant des conquêtes tatares à l'ouest, sous Chinggis Khan. Non, il y a de ce côté du monde un empire bien plus important, le Kharezm. Celui-ci est au même moment en pleine expansion. Son souverain, Muhammad Shah, vient tout juste de s'emparer de Samarcande et de l'Afghanistan quand les Mongols atteignent sa frontière. Les deux souverains s'échangent des ambassadeurs et tissent des liens commerciaux. Du moins, jusqu'à ce qu'en 1219, le gouverneur de la ville d'Otrar ne pille une importante caravane venue de l'Est, et que le Shah ne tue 2 ambassadeurs mongols venus lui demander réparation. S'ajoute, en plus, l'attaque et le pillage d'un camp sous les ordres de Jochi par les Kharezmiens. L'affront est trop grand. Chinggis Khan doit y répondre, même si ça va à l'encontre de ses plans, puisqu'il est à ce moment, on en parlera après, déjà engagé à l'Est contre les Tsin. Il n'en prépare pas moins méticuleusement sa campagne, qu'il mène lui-même aux côtés de son fils aîné, Jochi. L'offensive commence à l'automne 1219, alors que les hommes du Ran posent le siège devant Otrar. De là, l'armée se sépare. 3 Tumèdes sous les ordres de Djébé et Subedei sont envoyés loin à l'intérieur du territoire, afin de s'en prendre directement à Muhammad. Jochi, lui, doit occuper la région actuelle du Kharezm, tandis que le Ran fait route pour Samarcande. La cité tombe à peine quelques mois plus tard, tandis que le Shah prend la fuite avant de disparaître dans la nature. On n'entendra plus jamais parler de lui. En 1221, toutes les villes sont déjà conquises, à l'exception de la capitale, Urgench. La campagne a duré 2 ans. Elle a fait tomber un empire immense et très peuplé, mais elle a coûté cher aux Mongols. Les sièges des villes qui ont refusé de se rendre ont souvent duré longtemps et coûté cher en hommes. Certaines en ressortent complètement détruites, à l'image d'Urgench, alors que les Tatars auraient aimé conserver ces grands centres commerciaux. Et puis, la campagne a révélé la désunion de la famille impériale. Les enfants du Ran s'y sont entredéchirés et se sont mis à dos leur père, tandis que Jochi, l'héritier présumé, y perd sa place. Dès lors, Chinggis Khan fait tout pour mettre ses enfants sur un pied d'égalité, afin qu'aucun ne puisse le renverser. Si Jochi a mené une bonne partie des conquêtes à l'ouest, et a été plus ou moins désavoué à la fin de celle-ci, c'est un autre homme qui s'est démarqué à l'est, Murali. Les Tsin, qui avaient pourtant été de grands soutiens du Ran dans le passé, voient une importante armée tatare débarquer à leurs frontières dès 1211, puis revenir l'année suivante. Pour éviter les problèmes, l'empereur Tsin propose aux Mongols de lui verser un tribut, ce qu'il accepte avant de se retirer. Mais la paix ne dure pas longtemps. Les cavaliers sont de retour à peine 3 ans plus tard, et mettent le siège devant la grande cité de Zhongdu. Celui-ci dure 8 longs mois, et montre bien que les nomades n'ont jamais eu besoin de sédentaires pour s'emparer de villes. Les Tsin subissent en plus des défections importantes en Mandchourie, si bien qu'en 1216, ils ont déjà perdu une bonne partie de leur territoire.
Chinggis Khan se retire alors et laisse le commandement des opérations à l'un de ses favoris, Murali, à la tête d'un tama, c'est-à-dire d'une sorte de garnison à part de l'armée principale qui doit servir à la fois de garde-frontière, de troupes d'occupation des régions nouvellement conquises et d'armée de conquête. À la tête de ce tama, Murali poursuit les conquêtes et la pacification du nord de la Chine pendant 7 ans, jusqu'à sa mort. Il est alors remplacé par son fils, qui connaît moins de fortune. Si le front de l'Est reste donc relativement stable, avec des avancées et des reculs par période, c'est très différent à l'Ouest. Là-bas, l'aîné du Han, Jochi, et 2 de ses plus grands généraux, Subedei et Jebe, s'élancent à la conquête des immenses étendues qui relient la Mongolie à la Russie. Subedei et Jebe soumettent, en 3 ans seulement, la Géorgie, le Caucase, la Crimée et les vastes plaines et steppes entre tous ces territoires. Mais les ennemis les plus féroces qu'ils ont dû affronter étaient sûrement les Kipchaks, ces nomades des steppes à la tête d'une immense confédération, alliée avec une bonne partie des principautés russes. Mais même avec tout ça, l'armée alliée est écrasée en mai 1223 au bord de la rivière Kalka, ce après quoi les 2 généraux rentrent en Mongolie. La campagne avait été très compliquée, beaucoup étaient morts et les territoires conquis, surtout les royaumes assujettis, n'hésiteront pas à désobéir à l'avenir. Et puis, les Kipchaks continuent de résister et sont encore loin d'être soumis. Les campagnes dans la région se poursuivront par la suite. Jochi, malade, meurt quelques années plus tard, en 1227. Chinggis Khan nomme le plus jeune fils de Jochi, Batu, pour le remplacer à la tête des terres et des peuples de l'ouest de l'Empire. Mais le père rejoint bientôt le fils. Le Han meurt quelques mois plus tard pendant une campagne contre les Scythiens. En 24 ans à peine, à la tête du royaume tatar, il a conquis plus de peuples et de terres que les Romains en 400 ans. Après un court interrègne, c'est finalement Ögedei, le 3e fils de Chinggis Khan, qui lui succède à la tête de l'État en 1229. Comme on l'a vu avant, il est probablement le premier de sa dynastie à adopter le titre de Khan, empereur, plutôt que celui de Ran, prince ou général. On va passer rapidement sur la suite de toute cette histoire, pour donner un peu de contexte, mais c'est pas vraiment sur les événements que j'aimerais m'attarder dans cette partie. Je pense que vous avez déjà bien assimilé la dynamique de conquête des Mongols, avec la description du règne de Chinggis Khan. Il serait, à mon avis, plus intéressant ici de voir comment toutes ces conquêtes ont été possibles, pourquoi l'armée et l'état nomade étaient aussi efficaces. Donc, allons-y rapidement pour le contexte. Sous le règne de Ögedei, les Mongols repoussent toujours plus loin leur domination. La Corée, les Kipchaks, les principautés russes, la Perse et le nord de la Chine, tous sont soumis à l'autorité du Khan. Lorsqu'il meurt en 1241, c'est sa veuve qui assure la régence, jusqu'à ce qu'un nouveau Kuritai élise son fils, Guyuk, à la tête de l'Empire. Son règne ne dure pas bien longtemps. Il meurt seulement 2 ans plus tard, et après une courte régence, un nouveau Kuritai retire le pouvoir à sa famille. C'est Mongke, le fils de Tolui, le 4e fils de Chinggis Khan, qui est nommé Ran. C'est à partir de cette époque qu'on commence vraiment à abandonner le nom de Tatar pour utiliser celui de Mongol. Le nouvel empereur met aussi en place une large propagande pour discréditer les descendants d'Ögedei et de Jochi, ses rivaux pour le pouvoir. Sous le règne de Mongke, puis sous celui de son frère, Rubilai, l'Empire atteint son expansion maximale par la conquête du sud de la Chine, du Tibet, de la Mésopotamie et de l'Anatolie. Il fait alors, si on y inclut la Sibérie, plus de 36 millions de kilomètres carrés, ce qui fait de lui le plus grand empire de l'histoire, devant l'Empire britannique. Bien que cette course à la plus grosse n'a pas vraiment de sens, puisqu'on connaît rarement les vraies frontières des empires. Bon, quoi qu'il en soit, un aussi grand territoire ne peut que difficilement être gouverné depuis la Chine ou la Mongolie. Plusieurs entités naissent alors en son sein. L'île Rana, en Perse, la Horde d'Or, dans les steppes occidentales, et le Rana Jakataïd, en Asie centrale. Mais comment les Mongols ont-ils fait pour conquérir un territoire aussi immense en si peu de temps, administrer autant de peuples différents, sans que leur empire n'éclate de lui-même à la mort de son fondateur, comme tant d'autres? Tout ça alors que ce sont des espèces de barbares un peu attardés. C'est en tout cas la vision qu'on en avait encore il y a pas si longtemps que ça. En 1993, Jean-Paul Roux écrivait encore « C'étaient de purs barbares, des gens arriérés, les moins évolués sans doute de tous ceux qui vivaient dans le pays qui ne s'appelait pas encore la Mongolie. Ils ne savaient ni lire ni écrire, ils ne pratiquaient pas l'agriculture mais seulement l'élevage et la chasse. Ils ignoraient la ville et n'habitaient que sous la tente. Bref, bien moins évolués que leurs prédécesseurs aux mêmes endroits, ils vivaient comme on le faisait 1000 ans plus tôt. C'était sans doute un outil magnifique que ce matériau brut dont disposait Gengis Khan, mais il fallait le dégrossir, le façonner et, pourrait-on dire, lui donner une âme. Gengis Khan l'avait fait. Il avait révélé son peuple à lui-même.
Tel un démiurge, il lui avait insufflé la vie. L'historien fait beaucoup d'erreurs, avec, au premier plan, celle de partir du principe que les Mongols forment un peuple, une ethnie, d'autant plus un peuple arriéré, et au deuxième de considérer que c'est Tchinguis Khan qui, seul, les a sortis de leur état végétatif, comme s'ils avaient attendu un homme providentiel pour, du jour au lendemain, se doter d'institutions politiques, de cohésion et de discipline. On l'a vu ensemble, si Tchinguis Khan arrive au pouvoir, ce n'est pas en fondant un empire de rien. Au contraire, il s'élève au sein d'un royaume déjà puissant, organisé, lui-même héritier des empires qui l'ont précédé, et qui, en plus, règne sur le territoire le plus important de l'histoire de la steppe, la vallée de l'Orkhon. Et de fait, si l'empire mongol est aussi efficace, c'est parce qu'il reprend les institutions traditionnelles des nomades des steppes. On l'a vu avant, à chaque fois que les Mongols conquièrent un peuple ou un état nomade, les sujets de celui-ci sont intégrés au sein de l'armée mongole, soit sous les ordres des aristocrates qui les dirigeaient auparavant, à condition que ceux-ci se soient soumis d'eux-mêmes aux Ran, soit dispersés au sein d'autres unités. Vous connaissez sûrement déjà le fonctionnement de ces unités militaires, dites décimales, où les hommes sont regroupés en unités de 10, puis en unités de 100, puis de 1000, puis de 10 000, voire même parfois plus. De telle façon qu'un commandant de 10 000 n'ait besoin de s'adresser qu'à 10 commandants de 1000, qui eux-mêmes n'ont besoin de s'adresser qu'à 10 commandants de 100, etc. Ainsi, les ordres se transmettent facilement, et la discipline est de mise, puisque quitter son unité est puni de mort. Mais l'erreur dans tout ça, c'est de partir du principe que ces unités sont uniquement militaires, alors qu'au contraire, elles organisent la société dans son ensemble. Pour faire simple, prenons notre propre fonctionnement. Chez nous, le pays est divisé en régions, départements, communes, et en parallèle, l'armée complètement à part, elle est elle-même divisée en unités. Eh bien, chez les nomades des steppes, on fait les deux d'un coup. Il n'y a pas de distinction entre l'État et l'armée, entre le peuple et l'armée. Un aristocrate qui reçoit le commandement de 10 000 hommes n'est pas qu'un militaire qui a sous ses ordres 10 000 soldats. C'est avant tout un fonctionnaire qui règne sur une population capable de fournir et d'équiper 10 000 soldats en cas de guerre. Et encore, là c'est simplifié, parce qu'en vérité, elle doit plutôt être capable de fournir 10 000 soldats mobilisables sur le coup, plus 10 000 remplaçants, plus 10 000 réservistes, soit 30 000 hommes en tout. En gros, ça correspond à une population d'environ 10 000 à 20 000 familles. Et donc, quand on dit qu'un homme n'a pas le droit de quitter son unité sous peine de mort, en fait, ça concerne tout le monde. Une famille n'a pas le droit de quitter son unité et de se balader comme elle veut au sein du territoire. Ça, c'est un privilège qui est réservé seulement à une toute petite élite, et au clergé religieux. Mais parce que eux, ils participent pas au service militaire et ils payent pas d'impôts, donc y a pas d'intérêt de les compter au sein d'unités. La partie drôle, c'est donc que quand l'armée se met en marche, c'est pas juste quelques milliers de soldats qui partent, c'est toute la population d'une unité. Quand on envoie Djébé et Subedei à la conquête de l'Ouest avec 2 Tumèdes, soit 2 unités de 10 000 hommes, ils ne partent pas juste avec 10 000 hommes, c'est 20 000 à 40 000 familles qui se déplacent. Le côté très pratique, c'est que l'entièreté du système économique part avec l'armée. Donc tous les troupeaux, toutes les femmes, tous les enfants. Ça efface dès le départ les problèmes de ravitaillement, et ça donne à l'armée une main-d'œuvre gigantesque. Quand un homme meurt au combat, on peut le remplacer dans la foulée. Bien sûr, ça demande de l'organisation. On envoie toujours une troupe d'éclaireurs en avant pour repérer les pâturages ou stationner tout ce beau monde sur le chemin, et si besoin réquisitionner des vivres aux populations rencontrées. Bon, le point négatif, c'est que si tu perds un peu trop franchement une bataille, et que tes ennemis se jettent sur ton camp, c'est les femmes et les enfants qui ont quelques problèmes derrière. C'est ce qui se passe à Ain Jalut en 1260, quand les Mamelouks écrasent le contingent mongol envoyé à leur rencontre. D'un autre côté, si tu gagnes la bataille, tu as directement plusieurs milliers de familles sur place pour occuper le territoire conquis et fournir ce qu'il faut d'hommes pour le pacifier. On comprend bien, dès lors, les auteurs de l'époque qui ont l'impression de voir débarquer une véritable marée humaine quand ils rencontrent les Mongols. Et puis, ce système est très efficace pour administrer rapidement les territoires et les populations conquises, parce qu'il est appliqué à tous, pas seulement aux nomades. Quand on dit que les vaincus sont systématiquement intégrés à l'armée, ça concerne aussi les sédentaires, et encore plus quand ils ont une tradition de combat à cheval comme les Géorgiens. Quoi qu'il en soit, on organise les sédentaires en unités décimales eux aussi, ne serait-ce que pour organiser leur administration, puisque c'est au sein des unités de 1000 qu'on lève l'impôt. Et pour ça, vous vous en doutez, il faut compter. Si on veut organiser les gens en unités décimales, il faut savoir combien de gens occupent tel ou tel territoire. Alors, les Mongols sont les rois des recensements. On en fait tout le temps, partout, chez les sédentaires comme chez les nomades. On compte, puis on organise en unités décimales. Vous comprenez mieux maintenant cette histoire de maison aristocratique au début de la vidéo, quand on avait tous ces groupes différents sur le plateau mongol. La théorie la plus logique, ce serait qu'ils formaient chacun, à l'origine, une unité décimale créée par un empire avec à sa tête une aristocratie héréditaire. Puis, quand l'empire s'effondre, ces différentes unités, qui sont déjà organisées pour fonctionner seules, deviennent simplement indépendantes,
ou sont récupérés par un autre grand royaume. C'est ce qui se passera à plusieurs endroits quand l'empire mongol s'effondrera. Et au passage, cet amalgame entre armée et administration est fait à tous les niveaux de l'empire. Prenez l'exemple du Keshig, la garde personnelle du Rahan, qui l'accompagne partout et le protège jour et nuit. Elle ne lui sert pas juste d'armée personnelle, c'est sa cour. C'est au sein de ce Keshig qui regroupe ses proches, qu'on retrouve les plus grands aristocrates de l'empire. Tous les grands commandants fonctionnaires sont choisis parmi ses membres. Si l'empire mongol a pu conquérir le monde aussi vite, et surtout le garder sous son contrôle ensuite, c'est pas seulement parce qu'il pouvait compter sur les tactiques militaires des nomades de la steppe. C'est aussi parce que son administration et ses institutions politiques étaient, dès le départ, adaptées à ça. « 1203. Un puissant aristocrate mongol, Temujin, renverse Toril, le roi, le Rahan du royaume tatar qui occupe une bonne partie du plateau mongol d'alors. Temujin s'empare du pouvoir et reçoit le titre de Chinggis Khan, prince océanique. Pendant les années qui suivent, il conquiert de nombreux peuples et territoires, plus en 24 ans que les Romains en 400. À sa mort, son empire s'étend de l'est de la mer Caspienne jusqu'à l'océan Pacifique. Ses cavaliers ont atteint la Crimée, l'Inde et la Chine. Mais le Rahan n'a pas mené ses conquêtes seul, d'autres l'ont aidé. Des compagnons qui l'ont suivi au début de sa carrière, à l'image de Subodai, Djebé et Murali. Les deux premiers ont mené d'importantes campagnes à l'ouest, tandis que le second a organisé et mené la conquête et la pacification du nord de la Chine. Mais ceux qui ont tiré les plus grands avantages de tout ça, ce ne sont pas ces grands généraux, c'est le reste de la famille impériale. Les fils, les filles et les frères du Rahan, tous ont été mis à la tête de territoires ou de peuples, des nombreuses unités militaires qu'on a décrites dans le dernier épisode. Ils ont reçu des apanages dont leur propre descendance a pu profiter par la suite. On passe rapidement sur cette question, mais on va y revenir un peu plus tard. Ceux qui nous intéressent le plus ici, ce sont les 4 fils principaux de Chinggis Khan, ceux qui peuvent prétendre à lui succéder. Jochi, Jagatai, Ogodei et Tolui. Ils ne sont pas égaux. Dès le départ, c'est l'aîné, Jochi, qui est favorisé, sûrement parce qu'il est l'héritier présomptif du Rahan. Son père le place à la tête des peuples et des terres de l'ouest de l'Empire, et c'est lui qui organise la plupart des conquêtes qui se déroulent vers l'Occident, si bien qu'il possède un apanage immense à la fin de sa vie. Ses frères reçoivent une part plus modeste de tout ça. Le Turkestan à Jagatai, la Dzungari et le centre de la Mongolie à Ogodei, et l'Est à Tolui. N'imaginez pas de frontières entre ces apanages, l'Empire est bien uni, on y reviendra juste après. Malgré tout, la famille impériale souffre de divisions. Jochi par exemple s'entend mal avec Jagatai et Ogodei, une rivalité qui se poursuivra entre leurs lignées respectives par la suite, et qui sera sûrement à l'origine de cette rumeur, sans doute fausse, inscrite uniquement dans la principale source mongole, l'histoire secrète, selon laquelle Jochi serait le bâtard de l'aristocrate Merkite qui avait capturé sa mère. Rumeur bien pratique pour écarter son lignage du trône. Quoi qu'il en soit, ce dernier meurt en 1227. Chinggis Khan nomme l'un de ses fils, Batu, pour lui succéder à la tête de son apanage, puis meurt lui-même quelques mois plus tard lors d'une campagne militaire. Sa succession se joue entre ses 2 plus jeunes fils, Ogodei et Tolui. Après 2 ans d'interrègne et de deuil, un Kuriltai, une assemblée de notables, offre finalement le trône à Ogodei, qui était, semble-t-il, devenu le favori de Chinggis Khan au fil du temps. Après son élection, il adopte le titre de Rahan, souverain, roi, empereur, que son père n'avait jamais osé adopter après avoir usurpé le trône. Il s'était contenté de celui de Ran, qu'on pourrait traduire par prince ou général, et qu'il possédait déjà. Les conquêtes reprennent bien vite. Le Rahan envoie ses généraux s'attaquer à la Perse en 1230, à la Corée et la Chine des Qin en 1231, à la Chine des Song en 1234, au Caucase en 1236 et à l'Inde vers 1240. On ne connaît pas de succès partout. L'Inde et le sud de la Chine résistent encore aux Tatars, mais l'Empire s'étend rapidement. La plus impressionnante de ces campagnes est peut-être celle qui, sous les ordres de Batu, secondé par le grand général Subodei et avec le soutien de toute la famille impériale, s'élance à la conquête des immenses étendues de l'ouest de la steppe. En 7 ans, entre 1235 et 1242, les Mongols soumettent les Kipchaks et les Russes, s'emparent de Kiev, écrasent Polonais et Allemands à Yinitz et envahissent la Hongrie. La campagne s'arrête d'un coup en mars 1242, alors que les troupes avancent vers la Dalmatie. Batu et Subodei ordonnent à l'armée de se retirer. Ogodei venait de mourir en décembre 1241. Il fallait retourner en Mongolie pour organiser un nouveau Kuriltai et élire le prochain Rahan. Et puis, surtout, la campagne commençait à patiner. L'hiver avait été très dur, les pâturages hongrois ne suffisaient pas à nourrir les hommes et toutes les populations qui les accompagnaient, tandis que l'ouest de la Hongrie résistait ardemment aux cavaliers et que Batu et Subodei avaient de plus en plus de mal à s'entendre.
le tout sur fond de tensions familiales entre Jochid et Ogodeid. La retraite, lente et organisée, avait peut-être été prévue dès la fin 1241 sans lien avec la mort du Rahan. Si Hongrois et Polonais s'en sortent, ce n'est pas le cas des Russes. Les principautés ont été conquises par Batou. Bientôt, les Mongols mènent de grands recensements pour compter ces nouvelles populations. Organiser celles-ci en unités militaro-administratives de 10, 100, 1000 et 10 000 hommes, suivant le système qu'on a vu dans le dernier épisode, pour y exiger le service militaire, des corvées, et enfin, pour y lever l'impôt. 10% de tout, biens, hommes, animaux. En Mongolie, après un interrègne de 5 ans, c'est finalement le fils de Godey, Guyuk, qui est élu Rahan à Karakorum, la capitale fondée par son père en pleine vallée de l'Orkhon. Mais il ne règne pas bien longtemps, il meurt seulement 2 ans plus tard. Sa disparition va se solder, quelque temps plus tard, par un coup d'état et la première guerre civile de l'Empire. Lors de son élection, en 1229, Ogodei n'avait eu, d'après les sources mongoles, qu'un seul rival sérieux, son petit frère, Tolui. Lui, sa femme, Sorartani, et leurs 4 fils, Monkey, Rubilai, Ulegu et Hariboré, ont rapidement amassé nombre de soutiens, d'amis, de fidèles, et restent toujours des prétendants sérieux au trône, avantagés pour ça par la proximité de leur apanage avec la Mongolie. Mais peut-être n'aurait-il jamais pu le revendiquer sérieusement si Guyuk avait régné longtemps, comme son père Ogodei avant lui. Sa mort, seulement 2 ans après son accession au pouvoir, rebat les cartes. Sa veuve, Orul Reimish, récupère la régence comme le voulait la coutume, et cherche à faire élire le frère de Guyuk. Elle est soutenue en ce sens par les Jakataïdes. De l'autre côté, Sorartani s'active pour que l'un de ses fils récupère le trône, et elle s'attire le soutien de celui qui est sûrement l'homme le plus puissant et populaire de l'Empire à ce moment, Batou, qui, ça tombe bien, a toujours été hostile aux Ogodéides. Si bien qu'en 1250, le Jochid, qui ne souhaite pas quitter ses terres, convoque un Kuriltai à l'extrémité est de celle-ci, dans la plaine Kipchak. Puisque les Ogodéides et Jakataïdes refusent de s'y rendre, prétextant qu'un tel Kuriltai doit être organisé en Mongolie comme le veut la coutume, le candidat Toluid y est élu sans mal. Ce candidat, c'est Monkey, le fils aîné de Tolui et Sorartani. Mais, comme il manquait globalement la moitié de la famille impériale, ce premier Kuriltai ne donne pas une véritable légitimité à Monkey. Alors, Batou en organise un second, cette fois en plein plateau mongol. Et puisqu'il ne souhaite pas quitter ses terres, il envoie son frère Berke pour l'y représenter. Encore une fois, Ogodéides et Jakataïdes refusent de s'y rendre. Mais toute l'aristocratie de l'Empire est présente, et cette fois, l'Assemblée a tout d'officiel. Le 1er juillet 1251, Monkey est enfin vraiment élu Rahan. Mais cette prise de pouvoir est vite entachée. On fait peu de temps plus tard arrêter les princes Ogodéides et Jakataïdes en prétextant un complot, alors que ceux-ci étaient en route pour reconnaître leur nouveau souverain. En peu de temps, plus de 300 aristocrates et leurs femmes sont mis à mort. Une bonne partie des grandes têtes des 2 lignages sont éliminées, ainsi que leurs grands soutiens, notamment des administrateurs et commandants reconnus de Godey et Guyuk. Rares sont ceux qui échappent à cette purge, comme Raidou, petit-fils de Godey, qui sauvegarde son apanage en Mongolie, ou Kara-Ulegu, petit-fils de Jakatai, qui récupère l'apanage Jakataïde, à ne pas confondre avec le fils de Tolui qui s'appelle lui aussi Ulegu. Ainsi, les Toluides s'assurent de leur mainmise à long terme sur la dignité impériale, tandis que les Jochid mettent la main sur la Transoxiane, se débarrassent de leurs rivaux Ogodéides et s'assurent de leur place de second de l'Empire. Et de fait, Batou est à ce moment sûrement aussi puissant que Monkey, et son prestige militaire dépasse sans doute celui du Rahan lui-même. Mais il y a malgré tout une hiérarchie entre les deux. Il n'y a qu'un seul Rahan sous le ciel. Les Jochid ne sont pas autonomes et ils obéissent aux ordres. Par exemple, lorsqu'en 1254 Monkey ordonne l'organisation d'un grand recensement dans l'Empire, Batou s'exécute, et des administrateurs impériaux, nommés par le Rahan, arrivent bientôt en Russie pour mener celui-ci. Batou meurt l'année suivante, en 1255. C'est son frère musulman, Berke, qui lui succède. De son côté, Monkey règne pendant 8 ans. Il envoie ses hommes mener de nombreuses conquêtes en Corée, au Tibet ou en Asie du Sud-Est. Mais 2 se démarquent particulièrement. Celle qui, menée par son frère Ulegu, s'attaque victorieusement aux assassins nizarites et au calife abbasside, jusqu'à s'emparer de Bagdad en 1258, puis de la Syrie en 1260, et celle qui, menée par le Rahan lui-même et son frère Rubilai, s'attaque à la Chine du Sud. Monkey y perd la vie début avril 1259. Son frère poursuit la campagne pendant quelques mois avant de faire la paix avec les Song et de rentrer en Chine du Nord pour défendre sa prétention au trône impérial. Mais, sachant probablement qu'il aurait peu de chances de remporter celle-ci, il choisit une autre voie.
le 12 avril 1260, il convoque un Kurultai à Chengdu, une cité qu'il a fait construire dans son apanage de Chine du Nord, et s'y fait élire Ra'an, en l'absence de la quasi-totalité de la famille impériale, et en fait même de la quasi-totalité de l'aristocratie de l'Empire. C'est ni plus ni moins qu'un coup d'état qui va à l'encontre de toutes les lois. Mis face au fait accompli, son frère, Hariboré, fait de même en Mongolie. Un second Kurultai y est convoqué avec le soutien de l'aristocratie sur place, de la veuve et des conseillers de Monkey, mais en l'absence, encore une fois, de la plupart des princes de la famille impériale, à commencer par les Jochid. Bref, pour la première fois, l'Empire se retrouve avec deux Ra'an, aussi illégitimes l'un que l'autre. C'est une guerre civile qui éclate. Or, celle-ci ne se cantonne pas à l'est, où la Mongolie d'Hariboré et la Chine de Rubilai se font face. À l'ouest aussi, chacun doit choisir son camp. Les Jochid, menés par Berke, soutiennent le premier, alors qu'Ulegu, à la tête de la campagne qui visait la Mésopotamie et la Syrie, choisit de soutenir le second. Pire, tout ça s'ajoute aux tensions déjà existantes entre Ulegu et Berke au sujet des terres de l'ouest de l'Empire, qui, normalement, dépendent des Jochid, mais au sein desquels Ulegu étend son influence depuis une dizaine d'années. Le soutien de Rubilai, lui-même en recherche d'appui pour son propre conflit, permet à Ulegu de bénéficier d'une liberté d'action et de placer des toluides au sein des administrations allant de l'Afghanistan à l'Anatolie, ce qui se fait évidemment aux dépens de l'unité de l'Empire, et surtout aux dépens des Jochid. La guerre prend fin en 1264. À l'est comme à l'ouest, c'est Rubilai et ses fidèles qui s'imposent. Hariboré est écarté, Rubilai se débarrasse des principaux soutiens de son adversaire, comme Monkey l'avait fait en son temps, le centre du pouvoir impérial glisse de Karakorum à Ranbalik, l'actuel Pékin, et les Jochid perdent leur influence sur les territoires allant du fleuve Amou Daria jusqu'à l'Anatolie. Ces premières guerres civiles ont créé un précédent qui ne manquera pas de se répéter. Le Godéïde Raidu, par exemple, à la tête de son apanage dans la région de Lili, prend le titre de Ra'an et menace à plusieurs reprises les Toluides, allant même jusqu'à s'emparer de Karakorum. Le règne de Rubilai signe la division de l'Empire, au sein duquel naissent 4 entités. La Horde d'Or, héritière de l'apanage Jochid dans les steppes occidentales, l'île Rana, héritier de l'apanage du Légu de l'Afghanistan jusqu'à l'Anatolie, le Rana Jakataïd, héritier de l'apanage des Jakataïdes en Asie centrale, et le Yuan en Chine, mais dont les terres s'étendent jusqu'en Mongolie, entre les mains de Rubilai et ses héritiers. Ces entités s'adaptent à leur environnement. À l'ouest, on adopte massivement l'islam, tandis que l'usage de langue turque vient remplacer celui des langues mongoles. À l'est, on se sinnise, mais on n'oublie nulle part ses origines. Partout, on en sauvegarde un héritage important, autant dans son mode de vie que dans ses institutions politiques et religieuses. Mais cette division n'arrive pas d'un coup. Elle ne découle pas seulement d'une guerre civile. Elle est le résultat de décennies d'évolution politique, qu'on ne peut comprendre qu'en s'intéressant aux entités dont on parle depuis le début de cet épisode, les apanages. Pour comprendre ce système d'apanage, il faut partir d'une base très simple. L'Empire, le grand état mongol, le Yeke Mongol Ulus, n'est pas la propriété de l'empereur, du Ra'an. C'est la propriété de la famille impériale dans son ensemble. La base de tout, c'est le partage des gains. Pendant son règne, Chinggis Khan donne, comme on l'a vu, des apanages à ses 4 fils principaux, ceux nés de sa première femme, mais aussi à ses frères, à ses fils nés d'autres femmes, et ensuite, par extension, à la descendance de ses fils, de ses frères, etc. Mais pas seulement, ça inclut aussi les femmes de la famille, ses filles, puis quand il sera mort, ses veuves, et les veuves de ses fils, etc. Puisque, dans la steppe, les femmes ont un rôle politique bien plus important que dans le monde sédentaire. Mais alors, qu'est-ce que c'est vraiment que ces apanages offerts aux membres de la famille impériale ? Eh ben, on peut les diviser en 4 éléments. Des sujets, sur lesquels on règne, des pâturages et des terres, sur lesquels on vit et où on chasse, et des parts sur les revenus et les pillages des territoires conquis. Ces apanages n'ont rien d'état indépendant, ils dépendent entièrement du centre, c'est le Ra'an qu'ils attribuent, qui décide qui en hérite après la mort de l'aristocrate qui en était à la tête. Et surtout, l'aristocrate en question ne garde qu'une partie des revenus issus de l'impôt et des pillages. La plus grande part de ceux-ci revient au centre, au Ra'an. Et de fait, la plupart du temps, les administrateurs qui collectent l'impôt ne sont pas au service du membre de la famille qui possède l'apanage, c'est des serviteurs du Ra'an qui les collectent en son nom avant d'en partager une partie. En général, enfin dès que l'Empire commence à s'étendre, les princes reçoivent des droits sur les régions qu'ils conquièrent, à l'image de Jochi qui se voit attribuer les peuples de la forêt après sa conquête de ceux-ci, puis la capitale du Khwarezm, Urgench, lorsqu'il s'en empare après un long siège, puis les Kipchak, etc. Mais encore une fois, le système est bien fait.
Lorsqu'on organise une grande campagne, ce n'est pas qu'un aristocrate qui y prend part, c'est l'ensemble de la famille impériale. Tous les lignages y participent, soit directement, soit en y envoyant des troupes pour les y représenter. C'est tout le temps le cas. Quand Chinggis Khan part en campagne contre le Khwarezm, tous ses fils sont présents avec leurs hommes. Quand Batou part à la conquête de l'Ouest, il est accompagné par une bonne partie de ses cousins. Quand Ulegu est envoyé au Moyen-Orient, il a à ses côtés bon nombre de troupes et d'aristocrates Jochides, etc., etc. Donc, au final, tout le monde reçoit sa part sur les pillages et sur les territoires conquis, si bien que ce système des apanages permet une chose très pratique. Forcer les membres de la famille impériale à s'entendre. Tout simplement parce que, contrairement à ce qu'on imagine en général, ils sont tous très imbriqués les uns dans les autres. Tous les lignages ont des intérêts dans plusieurs parties de l'Empire. Les Jochides par exemple, leur apanage contient, comme on le présente en général, toute la partie ouest de l'Empire. Mais en réalité, pas seulement. Ils ont aussi des droits sur des villes, des terres et des sujets en Chine. Alors pour que leur part leur parvienne, il faut qu'elles puissent sans mal traverser la moitié de l'Empire pour arriver dans leur poche, là où ils résident, à l'ouest. C'est pareil pour tout le monde. Monkey de son côté a des droits sur des forteresses dans le Caucase, parce qu'il a conquis celles-ci lors de la campagne de Batou, et ce quand bien même la région est apanagée aux Jochides. Alors pour que sa part des impôts lui parvienne, il vaut mieux être en bon terme avec ses cousins, ou au moins éviter les conflits ouverts, histoire que ceux-ci ne lui coupent pas une partie de ses vivres. De même, Tolui a des droits en Chine du Nord, où il a participé personnellement à la plupart des campagnes, mais aussi dans la steppe Kipchak, où il n'a pourtant jamais mis les pieds, mais où il a envoyé des troupes pour le représenter lors de la conquête de celle-ci. Le système des apanages fait que tout le monde a toutes ses raisons d'éviter une guerre civile. Tant que la paix règne, leurs administrateurs peuvent tranquillement récolter la part de leurs impôts et acheminer celle-ci jusqu'à eux, en traversant parfois la moitié de l'Empire. C'est seulement après l'arrivée au pouvoir de Monkey que la situation change. Celui-ci élimine ses rivaux Ogodéides et Jakataïdes, qui perdent là une bonne partie de leurs apanages et de leur influence. Ça se voit facilement avec deux exemples. D'abord, la campagne menée par Ulegu au Moyen-Orient regroupe bien des troupes toluides et jochides, mais pas d'Ogodéides, ce qui signifie qu'ils ne gagneront pas de droits sur les territoires conquis. Et de même, à la fin des années 1250, les revenus des territoires à l'ouest de l'Amou-Daria ne sont partagés qu'en 3 parts. Une pour le pouvoir central, le Rahan, une pour les jochides et une pour l'armée en campagne. Mais rien ni pour les Ogodéides, ni pour les Jakataïdes. La situation se simplifie encore plus quand la guerre civile éclate, puisque cette fois, les Jochides, qui ont misé sur le mauvais prétendant, sont aussi exclus du partage au profit des Toluides. Ulegu ne devait à la base que diriger la campagne au Moyen-Orient avant de rentrer en Mongolie une fois celle-ci menée à son terme. Mais quand la guerre civile éclate, il profite de celle-ci pour se débarrasser des Jochides au sein de son armée et récupérer la part des revenus qui revenaient normalement à ceux-ci. Le tout avec l'accord de Rubilai qui a terriblement besoin de soutien et qui lui offre le titre d'Ilran, qui signifie probablement prince de l'État, second après l'empereur, et qui avait peut-être, là on n'est pas sûr, été offert à Jochi ou Batou par Chinggis Khan à la base, puis transmis à leurs descendants, d'où l'importance de leur apanage, le plus grand et riche de tous, et l'influence de ceux-ci dans la politique de l'Empire. En soutenant le mauvais prétendant, les Jochides perdent peut-être le titre le plus élevé de l'Empire, qu'ils continuent malgré tout à revendiquer par la suite. Et, dans tous les cas, perdent leurs droits sur les revenus des territoires sédentaires du Moyen-Orient. Pire, Al-Rou, qui est à la tête de l'apanage Jakataïde pendant la guerre civile, offre lui aussi son soutien à Rubilai, et en profite pour étendre son influence en Transoxiane, aux dépens des Jochides et de l'État central. Rien d'étonnant donc que ceux-ci refusent de reconnaître Rubilai par la suite. Les Toluides sont arrivés au pouvoir par un coup d'état, puis ont profité de leur position pour évincer leurs principaux alliés, les Jochides, du système de partage des revenus et des pillages entre les princes de la famille impériale. Dans le même temps, Jochid, Jakataïd et Iran remplacent les administrateurs de l'État central par leurs propres hommes. Mais malgré tout, le système de partage continue de fonctionner dans une moindre mesure par la suite, et surtout entre les deux branches toluides, celle de Rubilai et celle d'Ulegu. Les Ilran envoient par exemple une ambassade au Rahan en 1298 pour lui rappeler que les parts de revenus dues au lignage d'Ulegu, qui possédait au moins des droits en Chine et au Tibet, ne lui avaient pas été versées depuis le règne de Monkey. L'État central se rattrape alors en leur versant l'équivalent de la somme due en produits de luxe. Et de même, le Rahan continue de son côté à réclamer sa part des impôts et des pillages aux Ilran pour leur territoire persan. Ainsi, l'Empire se divise de fait en 4 entités plus ou moins autonomes, l'Horde d'Or, l'Ilrana, le Rana Jakataïd et le Yuan. Mais il faut quand même qu'on se mette bien d'accord sur un point. Ce serait une erreur de s'imaginer que l'Empire disparaît à ce moment, divisé en 4 nouveaux empires distincts. Ce n'est pas le cas. Personne, à l'époque, ne perçoit les événements comme ça. Pour les élites mongoles, le Yeke mongol Ulus reste un tout unitaire, sur lequel règne un unique Rahan sous le ciel.
Rubilai et ses successeurs ne se voient pas comme des empereurs de Chine, ça n'a pas de sens. Ce sont les Ra'an du Yeke mongol Ulus dans son ensemble. Le nom qu'on attribue souvent à leur dynastie, Yuan, n'est en fait pas du tout le nom d'une dynastie. Yuan, ou plutôt Da Yuan dans les sources chinoises, est littéralement une traduction de l'expression Yeke mongol Ulus, le grand état mongol. On utilise Da Yuan pour décrire l'état sur lequel règne le Ra'an, absolument pas pour décrire une dynastie ou un empire chinois, d'autant que les Mongols ne perçoivent pas la Chine comme un tout unifié, et ne considèrent pas qu'ils règnent sur celle-ci en tant que telle. Elle est divisée en plusieurs provinces, inclut une myriade d'apanages, et n'est qu'une portion de l'empire. En dehors de la Chine, il n'est jamais question de Da Yuan. Les Mongols parlent le plus souvent du Ra'an Ulus, et les Persans du Mamlakat Ir-Ra'an, c'est-à-dire le domaine de l'empereur, ce qu'on appelle nous l'état central depuis le début de cet épisode. Prendre Yuan pour un nom de dynastie, c'est surtout le fait des lettrés chinois qui, après que les Ming aient chassé les Mongols de Chine, font de leur mieux pour intégrer ceux-ci à la longue continuité des dynasties chinoises. Rubilai et ses descendants, hors période de guerre civile, sont les seuls à utiliser le titre de Ra'an, souverain, roi, empereur. Ils ne se revendiquent jamais comme étant des empereurs de Chine, et les autres dirigeants, Jochid, Iran et Jagataïd, n'usurpent jamais le titre impérial. Ce sont des Ran ou des Ilran, des princes, princes généraux, princes de l'État, mais jamais des souverains. Et d'ailleurs, leurs territoires respectifs n'ont pas les noms qu'on leur attribue nous. Les Mongols de l'époque parlent seulement de l'Ulus de quelqu'un, comme l'Ulus de Berke ou l'Ulus du Légu, exactement comme à l'époque de Tchinguis Khan. Bref, quand bien même certains princes et certains territoires deviennent complètement autonomes ou presque, il n'y a qu'un seul Ra'an sous le ciel, souverain par la volonté de Tengri, et un seul tout, un seul empire universel, le Yeke mongol Ulus. L'empire atteint son expansion maximale pendant le règne de Rubilai, lorsque celui-ci achève la conquête de la Chine du Sud. La guerre civile qui agitait toujours les Mongols prend quant à elle fin pendant le règne de son héritier, Temür Odjeitu, alors que les derniers Ogodéides sont soumis pour de bon et que les Jagataïdes mettent la main sur leur apanage avec le soutien du Ra'an. Dès lors, les conflits continuent entre les différentes parties de l'empire, entre Horde d'Or et Ilran, Iran et Jagataïd et Horde d'Or, mais on ne remet plus en question la légitimité des descendants de Rubilai à revendiquer le titre impérial. De toute façon, ça change peu de choses, puisque leur influence hors de leur propre Ulus est très limitée. Tout le monde continue pendant un temps de mener des campagnes contre ses voisins. Les Jochid en Europe de l'Est, les Ilran en Syrie et les Jagataïd en Inde. Mais celles-ci ne permettent plus d'étendre l'empire. Et puis, les premiers Ulus s'effondrent rapidement, non pas à cause d'ennemis extérieurs, mais à cause de troubles internes. On assiste alors pas à de longues périodes de déclin. Les Ulus tombent rapidement, en quelques années, alors qu'ils sont encore bien en forme, et leur chute aurait à chaque fois pu être évitée. Le premier dans ce cas, c'est l'île Rana, lorsque son 9e dirigeant, Abu Saïd, meurt sans avoir eu de fils, en 1335. En l'absence d'un descendant du Légu tout désigné pour lui succéder, le trône devient accessible à tous les princes qui souhaitent le revendiquer, et aucun Kuritai ne permet d'élire un dirigeant consensuel. Si la crise était arrivée quelques décennies plus tôt, c'est le Ra'an qui aurait tranché et choisi lui-même l'héritier. Mais cette solution n'est plus viable dans un Irana presque entièrement autonome. Dès lors, l'Ulus se fracture, plusieurs factions s'y affrontent pour le pouvoir, et des régions entières deviennent indépendantes sous les ordres des aristocrates qui en étaient à la tête. La situation n'est pas bien meilleure à l'Est, en Chine, où les descendants de Rubilai s'affrontent, entre autres, entre 1328 et 1332 pour le trône. Le dernier d'entre eux à régner sur la Chine, Torron Temür, souffre pendant son long règne de nombreuses catastrophes. La peste, déjà, mais aussi et surtout de graves inondations. Les Mongols, certes en partie sinisés, mais clairement pas ni assimilés ni intégrés, ils ne souhaitaient de toute façon pas l'être, deviennent en ce milieu du XIVe siècle très impopulaires aux yeux de la population chinoise. Si bien que le pays s'enflamme à partir de 1351. C'est la révolte des Turbans Rouges. Partout, des rebelles prennent le contrôle de régions entières et défient l'autorité de l'État central. Le Ra'an n'a pas les moyens de lutter contre tout ça, ni lui ni ses prédécesseurs, si bien que son contrôle se réduit petit à petit en Chine, jusqu'à ne se limiter qu'aux alentours de la capitale, Ranbalik. Il doit se reposer sur des seigneurs de guerre, autant de Mongols que de Chinois, pour contenir la propagation de la révolte. Ceux-ci reconnaissent sa souveraineté, c'est la source de leur légitimité, mais dans les faits, ils sont totalement autonomes. En 1368, le Ra'an est forcé de fuir pour la Mongolie, tandis que le premier empereur Ming s'empare de sa capitale.
La Mongolie en elle-même, appauvrie et en partie vidée de sa population par l'expansion de l'Empire, les campagnes militaires vers l'autre bout du monde et les grands mouvements de population qui les accompagnent, ainsi que par les guerres civiles entre Mongols eux-mêmes, n'est plus et ne sera jamais plus en capacité de menacer sérieusement la Chine. Plus jamais l'influence des Rahan ne dépassera durablement le plateau mongol. Le Rana Jakataïd connaît un sort similaire. Il est divisé en 1334 par une révolte des unités mongoles du Nord qui élisent leur propre Ran Jakataïd. Une décennie plus tard, l'aristocratie du Sud, la Transoxiane, terre plutôt sédentaire, turque et musulmane, amène au pouvoir l'un des leurs, Khazran, et relève les Jakataïdes au rôle de Ran fantoche. C'est ici aussi que quelques années plus tard, Timur, qu'on connaît mieux chez nous comme Tamerlan, un aristocrate turco-mongol, turc de langue, mongol d'héritage poétique, arrive au pouvoir et reprend les conquêtes, réunifiant une dernière fois l'Asie centrale et la Perse sous l'autorité d'un unique souverain. Son histoire ressemble beaucoup à celle de Chinggis Khan, dont il prétend descendre, et il se présente comme le successeur du dernier Ilkhan, Abou Saïd. Quoi qu'il en soit, les Jakataïdes restent au pouvoir pendant encore longtemps plus à l'est, jusqu'en 1678. L'histoire de la Horde d'Or, quant à elle, est bien plus longue et bien plus mouvementée. Comme le Rana Jakataïd, elle connaît des divisions, notamment entre les deux entités qui la composent, qu'on appelle nous la Horde Blanche, à l'ouest, et la Horde Bleue, à l'est. Cette division suit l'organisation habituelle des États des steppes, où on retrouve presque toujours une aile droite et une aile gauche. Le souverain règne depuis l'une des deux et place son second à la tête de l'autre. C'est un système qui permet souvent d'éviter les guerres fratricides, en donnant une aile à chaque frère qui peut prétendre à l'héritage. Cette division en ailes, on la retrouve déjà à l'échelle de l'Empire sous le règne de Chinggis Khan. Jochi est sûrement mise à la tête de l'aile droite de l'Empire, c'est-à-dire de tous les peuples de l'Ouest, et Murali à la tête de l'aile gauche, c'est-à-dire la Chine et la Mandchourie, tandis que Chinggis Khan règne depuis le centre, le plateau mongol. Quand Jochi meurt, son apanage, même s'il n'est pas un état indépendant, se divise de la même façon. Son héritier, Batu, reçoit la Horde Blanche, c'est lui qui est à la tête du lignage, et son frère aîné, Horda, reçoit la Horde Bleue, mais il n'est que le vassal de son frère. Ensemble, elles forment ce qu'on appelle nous, la Horde d'Or. Bref, avec le temps, la Horde Bleue devient plus autonome de la Horde Blanche. C'est juste là que je voulais en venir. On subit aussi des épidémies, avec en premier lieu la peste, et des crises de succession, si bien qu'entre 1360 et 1380, la Horde change 14 fois de Ran. D'ailleurs, en parlant de cette peste noire, contrairement à ce qu'on entend le plus souvent, l'épidémie qui atteint l'Europe ne part probablement pas de la Chine, mais plus sûrement de la région commerciale du lac Issyk-Kul, à la frontière entre les Jochides et les Jakataïdes. Et celle-ci n'a vraisemblablement pas été transmise à l'Europe lors du siège de Kaffa. Les Mongols n'utilisaient pas les corps comme des armes bactériologiques. Au contraire, ils évitaient tout contact avec les malades et montraient un profond respect envers leurs défunts qu'ils rapatriaient même en temps de guerre. Si la peste atteint l'Italie, c'est simplement en suivant le commerce qui a cours entre la mer Noire et la Méditerranée. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle touche d'abord Constantinople. Et pour en revenir à la Horde d'Or, comme en Chine, on finit aussi par y souffrir des révoltes des populations soumises. Ici, les Russes. Dès 1371, la plupart des principautés refusent de rendre hommage aux Mongols. Et pire, ces derniers sont écrasés à 2 reprises en 1378. Mais l'histoire de la Horde d'Or est loin de prendre fin ici. En 1382, le Ran Tortamish, qui a rétabli son autorité sur les 2 ailes de la Horde, s'empare de Moscou. Ce qui lui porte peut-être un plus grand coup, c'est les guerres entre Tortamish et Timur qui, dans les années 1390, ravagent le pays. L'armée timouride pille sa capitale, Sarai, et ravage son territoire. La Horde d'Or ne disparaît pas pour autant à ce moment. Pour la voir mourir, il faut encore attendre plus d'1 siècle, pendant lequel les Ran mènent encore de nombreuses campagnes en Europe de l'Est et en Russie, jusqu'à ce qu'une alliance entre le Rana de Crimée et les Russes ne l'écrase pour de bon en 1502. La Horde d'Or n'en a pas moins de très nombreux successeurs, nés de ses propres divisions. Les Rana de Nogaï, de Kazan, de Crimée font survivre la domination mongole dans ces territoires pendant encore longtemps. L'empire mongol est mort. Le yéké mongol Ulus ne représente plus rien, sinon un rêve pour certains Rans ambitieux. Mais son héritage est marquant. Descendre de Chinggis Khan reste, pendant des siècles, une condition inévitable pour s'emparer d'un trône dans la steppe et l'Asie centrale. Nul n'est légitime à régner s'il n'est pas Gengis Khanide. Si bien que les derniers d'entre eux ne disparaissent qu'avec la révolution russe. Chinggis Khan a fondé une dynastie qui a perduré 700 ans, et qui a, contrairement à ce que beaucoup pensent encore, changé le monde. Aujourd'hui encore, il me semble que le grand public voit les Mongols comme des espèces de barbares idiots. Et plus encore,
Ils s'imaginent que ceux-ci n'ont rien apporté au monde, qu'ils se sont contentés de tout détruire sur leur passage, de raser les grandes cités des civilisations qu'ils ont rencontrées et d'en massacrer les habitants. Puis, pendant les siècles où ils sont restés au pouvoir, n'ont rien construit, rien appris aux autres, rien laissé de marquant derrière eux. Ça se voit d'ailleurs un peu dans les commentaires du dernier épisode. J'imagine que ça vient en grande partie de ce dédain que les sédentaires ont toujours ressenti vis-à-vis des nomades, et encore plus venant de ces grandes civilisations est-asiatiques, européennes et musulmanes qui ont été mises à genoux de si nombreuses fois par ceux qu'elles ont tant méprisés. Auquel vient en plus s'ajouter chez nous cet héritage du 19e et du 20e siècle où on considérait comme arriéré et inférieur tout ce qui n'était pas blanc et européen. Pourtant, les Mongols ont bien influencé les régions qu'ils ont contrôlées. Certaines n'ont jamais été aussi riches que sous leur règne. Ils ont changé la face du monde, provoqué de grandes migrations, fondé de grandes cités, façonné la géopolitique de leur temps et des siècles qui ont suivi leur chute, et laissé derrière eux un héritage culturel impressionnant. On parle ici d'histoire, alors commençons par cet exemple très précis. C'est grâce aux Mongols que nous est parvenue la première histoire du monde, le Jami al-Tavarik, dont la rédaction a été dirigée par Rachid al-Din à la demande des Ilran Ghazan et Oljaitu et achevée vers 1308. Pour la première fois, un ouvrage regroupe l'histoire biblique, l'histoire de la Perse, de l'islam, des Turcs, des Chinois, des Juifs, des Francs, des Indiens et évidemment des Mongols. Le tout comprenant les peuples et les régions qui côtoient ceux que je viens de citer, ainsi que la cartographie de tout le monde connu, de ses climats, de ses routes, de ses villes, de sa topographie. Non seulement cet ouvrage est rédigé à la demande des Ilran, mais aussi et surtout, il aurait été impossible sans eux. Les Mongols ont permis une chose qui était impensable auparavant, regrouper des chroniqueurs et des sources venues de partout, de la steppe, d'Inde, du Tibet, de Chine, d'Occident, etc. Sans les conquêtes mongoles, sans la Pax Mongolica, sans le système de Jam, l'extraordinaire poste de l'Empire, sans la politique de tolérance des princes mongols, jamais il n'aurait été possible de rassembler autant de connaissances et de penseurs musulmans, juifs, chrétiens, bouddhistes, venus des 4 coins du monde. Ces partages de connaissances ne se limitent évidemment pas à l'histoire. Les hommes, les penseurs et les administrateurs de l'Empire voyagent énormément. On retrouve des Arabes collecteurs d'impôts en Chine et des administrateurs chinois en Perse. Sans parler des commerçants de tous bords qui parcourent continuellement l'Empire par la terre comme par la mer, à l'image de Marco Polo. Et bien sûr, tout ça ne se restreint pas qu'à quelques noms. Ces migrations et ces déportations sont endémiques au système mongol et nomades des steppes en général, et se fait souvent à très grande échelle. D'abord via l'armée, puisque comme on l'a vu dans le dernier épisode, lorsque celle-ci se met en marche, ce n'est pas seulement des cavaliers qui partent, c'est toute la population d'une unité, femmes et enfants compris. Tout ce beau monde s'installe ensuite souvent en territoire conquis. On peut donner l'exemple de l'aristocrate Tarachai Kurgen, qui, après la campagne du Légu, installe son tumen en Égypte avec l'accord du sultanat mamelouk, soit 10 à 20 000 familles. Mais ça concerne aussi les sédentaires, qui sont également intégrés dans l'armée. On retrouve par exemple un tumen composé uniquement de Russes en Chine, sans oublier tous ceux qui sont réduits en esclavage. On peut citer l'exemple de ces artisans allemands qui ont été capturés en Hongrie lors de la campagne de Batou entre 1241 et 1242. Ceux-ci sont offerts en apanage à un prince Jagataïd, Buri, qui les installe dans la cité de Talas. Puis, quand celui-ci est exécuté une décennie plus tard, c'est le Rahan Monkey qui les récupère et les transfère à Bolad, à plusieurs centaines de kilomètres de là. En quelques années, ils ont parcouru un tiers de l'Eurasie au gré des volontés des aristocrates qui se servaient. Tout ça a évidemment laissé des traces ethniques et linguistiques qu'on peut, dans certains cas, encore observer aujourd'hui. Comme en Afghanistan, où un dialecte mongol est encore parlé depuis qu'il a été introduit par les familles installées sur place lors des conquêtes de Chinggis Khan, bien qu'ils soient en train de disparaître. Tout ça provoque des échanges incroyables dans plein de secteurs. L'art, la cuisine, la médecine, la science, l'imprimerie, la religion, l'artisanat ou le système monétaire, avec l'introduction des papiers-monnaies chinois en Perse. Les aristocrates mongols ont aussi, entre autres, encouragé partout la diffusion d'espèces de plantes, de fruits ou de céréales qui étaient inconnues de part et d'autre de l'Empire. Si bien qu'on retrouve bientôt des céréales et des arbres fruitiers chinois en Perse, ou des citrons perses en Chine du Sud. Loin d'être hostile envers l'agriculture, de nombreuses familles mongoles adoptent d'ailleurs un mode de vie sédentaire une fois installés en territoire conquis, les aristocrates nomades encouragent souvent l'expansion de certaines cultures, comme celle du coton en Chine. Voir les Mongols comme des destructeurs serait là aussi une grande erreur. Une fois la conquête passée, ils deviennent des bâtisseurs, ils font resplendir les cités sous leurs joues. Et au-delà de leur ville mouvante, leur horde, ils aiment aussi construire de grandes cités. Les exemples ne manquent pas. La capitale Karakorum fondée par Ogodei en Mongolie, Chengdu fondée par Rubilai en Chine, la capitale de la Horde d'Or, Sarai, fondée par Batou. Toutes abritent au moins 100 000 habitants à leur zénith, et sûrement beaucoup plus. Les deux dernières, entre autres, ont fini par être rasées respectivement par les Chinois et les Russes. Comme quoi, les Mongols n'ont pas de monopole de ce côté-là.
La fondation de ces villes a rarement été synonyme de sédentarisation de la part des grands aristocrates mongols, puisque ceux-ci n'abandonnent généralement pas leur migration saisonnière. Ces cités servent avant tout à imposer leur règne à leur sujet. Sinon, on ne voit aucun intérêt à abandonner le mode de vie nomade, qui de fait est bien plus efficace dans la steppe. Le nomadisme n'est pas un stade primitif de la sédentarisation, ne serait-ce que parce que le pastoralisme nomade est né dans la steppe longtemps après l'agriculture. C'est un choix parfaitement réfléchi des habitants de ce milieu, qui a prouvé son efficacité pendant plus de 2 millénaires, et les sédentaires s'en sont rendus compte à chaque fois que les cavaliers se décidaient pour une raison ou une autre de traverser leurs frontières. Ces nouvelles cités sont aussi souvent de grands centres commerciaux. Jamais, avant les Mongols, les routes commerciales n'avaient été aussi sûres et prospères. Partout, on construit ou rénove les routes, et partout, on installe des relais et des postes pour faciliter les voyages. Pour la première fois de l'histoire, un ambassadeur pouvait partir de Lyon et arriver à Karakorum seulement 7 mois plus tard, dont seulement 5 pour traverser l'Asie. Partout, la reconstruction est achevée ou est en passe de l'être. L'Asie centrale connaît une première renaissance sous les Mongols, avant que les Timurides ne la fassent resplendir plus que jamais. Enfin, l'Empire mongol a fortement influencé les États nés de cette vision et de ses cendres. Les pratiques et concepts politiques mongols ont accompagné la naissance des États modernes en Perse, en Asie centrale, en Chine et en Russie. Ce dernier cas en est probablement le meilleur exemple. Pendant longtemps, depuis la chute de la Horde d'Or en fait, les historiens russes ont fait des Mongols les boucs émissaires de toutes les mauvaises choses qui sont arrivées dans le pays, et au contraire ont cherché à gommer les apports de ceux-ci à ce qui deviendra plus tard la Russie. Pourtant, l'empire des Tsars doit beaucoup à celui des Rahan. Déjà, la conquête mongole a très fortement influencé les institutions des principautés russes. Dès leur arrivée, les nomades ont exigé tout un tas de choses de la part des élites locales. La comparution des princes à la cour du Khan, la reconnaissance des gouverneurs mongols, la livraison d'otages, le versement de provisions pour l'armée, le soutien aux troupes, l'extension du système de poste, le recensement de la population et la perception d'impôts. Au départ, les Tatars se reposent sur leurs propres administrateurs pour mener à bien ces missions. Mais vers le milieu du XIVe siècle, ceux-ci commencent à disparaître dans les villes russes. Pourquoi ? Parce que les Mongols y perdent pied ? Évidemment que non. Le Khan de la Horde d'Or restera le Tsar, le souverain des Russes, au moins jusqu'en 1480. La raison est en fait beaucoup plus simple. Les princes russes commencent à assumer eux-mêmes les prérogatives des administrateurs mongols. Ils deviennent des gouverneurs au service du Khan. Dès lors, les affaires russes sont directement gérées depuis la capitale, Sarai, par de hauts administrateurs mongols, et on laisse l'administration locale aux princes locaux, qui collaborent depuis longtemps avec l'occupant, qui sont parfaitement intégrés à l'excellent système administratif mongol, et qui ne peuvent de toute façon pas arriver au pouvoir sans l'aval du Khan. Avec le temps, c'est le prince de Moscou qui reçoit un rôle central dans tout ça. Alors que sa principauté n'avait qu'une importance mineure auparavant, elle collecte désormais les tribus venues de toutes les autres afin de les verser ensuite au Khan. Cette principauté commence à s'enrichir à partir de ce moment. La Horde d'Or est la source de sa légitimité et de son pouvoir. C'est ça qui lui permettra des siècles plus tard d'unifier toute la Russie sous son autorité. Les princes de Moscou ne s'appuient pas sur une administration russe pré-mongole. Leurs institutions sont bien calquées sur celles de l'envahisseur, et lorsque la principauté devient indépendante et commence à s'étendre, elle reprend simplement à son propre compte et reproduit en territoire conquis l'administration mise en place par les Mongols. On peut donner un exemple parmi d'autres. Les Russes sauvegardent après leur indépendance le terme mongol de yam pour décrire leur système de poste. Tout simplement parce qu'ils récupèrent à leur compte le système postal que les Mongols avaient déployé sur place. Ce n'est qu'en 1547, après avoir conquis le bassin de la Volga, centre administratif et spirituel du pouvoir jochide, qu'un prince de Moscou se fait finalement couronner tsar. Pour la première fois, le souverain des Russes n'est plus ni grec ni tatar, il est russe. L'incorporation des Russes dans l'Empire mongol n'est pas une période sombre de l'histoire, un temps obscur qui n'a fait qu'empêcher la Russie de briller. Au contraire, la conquête mongole et le partage de la culture politique des envahisseurs aux vaincus forment la genèse de ce qui deviendra la Russie moderne, l'Empire des Tsars. Mais ça, on se garde pour le prochain épisode, puisqu'on reviendra ensemble sur la naissance de l'Empire de Russie.